Et moi, Christiane Taubira s'exprimera, puis ensuite Monsieur le Préfet. Merci de votre présence à tous et à toutes. Merci, chère Christiane. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil général, Philippe Grosvalet, et je salue aussi Patrick Maréchal de sa présence, et ainsi que Yannick Vaugrenard, représentant le Conseil régional des Pays de la Loire, et puis l'ensemble des représentants des associations, et vous tous, mesdames, messieurs et chers amis. Chère Christiane, c'était il y a 10 ans qu'était votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale la loi qui porte désormais ton nom et qui fait de la France le seul pays, avec le Sénégal depuis 2010, à reconnaître par la loi l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Inlassable pédagogue sur la traite, l'esclavage, le racisme, et j'ai en mémoire ton beau livre intitulé « L'esclavage raconté à ma fille », militante qui a toujours porté haut et fort les valeurs républicaines, tu as été l'artisan de cette loi, fruit d'un long processus parlementaire, parfois difficile, et qui aura duré 3 ans, de 1998 à 2001. L'année 1998, c'est le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, et qui a été marqué par un tournant dans le rapport de la France avec l'histoire de la traite et de l'esclavage. Cette année fut pour la France métropolitaine une prise de conscience. Le 23 mai de cette année particulière, une grande marche eut lieu à Paris. Elle réunit des dizaines de milliers de personnes, venues célébrer la mémoire de leurs ancêtres esclaves et réclamer à l'unisson d'intellectuels, d'élus, de chercheurs, de grandes voix de la littérature, du monde entier, dont Édouard Glissant, qui nous a quittés le 3 février dernier et qui était invité d'honneur il y a 2 ans ici pour cette journée de commémoration à qui je tiens à rendre un hommage chaleureux. Je le cite, « Aucun lien du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés et que nous entrions tous ensemble et libérés dans le tout-monde. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques et dans l'océan Indien, crimes contre l'humanité. » À cet appel, Christiane, tu as répondu en déposant une proposition de loi le 22 décembre 1998. La mobilisation d'associations, l'appui du groupe socialiste de l'Assemblée nationale auquel tu étais apparenté, de chercheurs, d'élus et ta pugnacité ont mené à son adoption le 21 mai 2001. Et si elle a été adoptée à l'unanimité, c'est que les parlementaires se sont montrés sensibles, après de longues années de silence et d'ignorance, à une double nécessité. Nommer le crime, restituer leur humanité aux victimes et faire connaître cette histoire aux Français pour qu'ils puissent l'approprier comme partie intégrante de l'histoire nationale. Cette loi invite aussi à répondre à une question majeure. Comment expliquer que la traite et l'esclavage aient duré près de 4 siècles sur un continent dont toute l'économie bénéficiait de cet odieux trafic et qui, dans le même temps, proclamait l'universalité et l'imprescriptibilité des droits fondamentaux de l'être humain. Car le chemin des abolitions fut long et pénible en France. Aboli une première fois, en 1794, sous la pression des grandes révoltes d'esclaves, et en particulier celle de Saint-Domingue, l'actuel Haïti. L'esclavage fut officiellement aboli en 1848, après 36 ans de rétablissement aux Antilles, en Guyane et dans l'océan Indien par Napoléon. Et encore, s'agissait-il, pour reprendre l'expression d'Édouard Glissant, d'une soi-disant libération, car les esclaves affranchis le furent sous le signe de la soumission à l'ordre colonial. Jusqu'en 1946, la législation française n'était pas applicable dans les colonies, sauf exception. Lors du vote de la loi que tu as défendue avec tant de talent, Christiane, je ne suis pas sûr que nous ayons été si nombreux à mesurer l'importance qu'allait avoir cette loi, qui vient parachever l'œuvre abolitionniste en France. Nous étions nombreux à nous réjouir que les combats menés pour son adoption aient abouti, mais je ne pense pas que nous étions si nombreux à prévoir l'impact qu'elle aurait dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la culture et de la citoyenneté. Et je ne pense pas que nous étions si nombreux à comprendre ce que cela allait exiger de nous, comme engagement, comme travail, comme effort,
pour que cette loi vive, c'est-à-dire qu'elle pénètre les consciences. En effet, il ne suffisait pas que cette loi fût votée. Le silence de la nation avait été si long. Mettre fin à ce silence demandait un effort collectif. L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. Cette loi nous a assigné un devoir, celui de savoir et de transmettre. Car cette loi n'est pas venue répondre à des identités particulières. Son enjeu est de déclencher un grand mouvement national en faveur de l'enseignement et de la recherche sur l'esclavage pour construire enfin un récit partagé sur cette histoire négrière, cette histoire humaine qui est celle d'un crime qui concerne notre histoire et qui n'est l'apanage d'aucune communauté. Il ne s'agit ni de se repentir, comme certains nous le reprochent parfois, ni de dicter une histoire officielle. Il s'agit de construire un récit partagé de cette période, de promouvoir la recherche historique, de restituer aux esclaves leur place dans les luttes et pour le présent, de construire un vivre ensemble qui accepte les différences afin de lutter contre toute forme d'aliénation de l'être humain. L'enjeu est que chacun, quelles que soient ses origines, se sente partie intégrante de l'histoire nationale et citoyen à part entière. Dans l'Hexagone, Nantes a su répondre, parfois seul hier, à cet appel de la mémoire, pour sortir de l'occultation et dire enfin son passé négrier, sans honte et fausse pudeur, sans recherche de coupables ou esprit de repentance collective. Parce que nous sommes comptables, non de ce qui a été fait en dehors de nous-mêmes, mais de ce qui ne doit plus jamais être. Et ce 2 mai 2011, à Nantes, jour de la 6e journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, 10e anniversaire de la loi qui porte son nom, Christiane, et en ta présence, est un jour de concrétisation du combat que nous menons ensemble pour regarder notre histoire en face. Une concrétisation qui va s'incarner dans le mémorial à l'abolition de l'esclavage que nous inaugurerons en décembre et dont nous avons visité le chantier ensemble il y a quelques instants, qui est déjà, vous l'avez remarqué, une réalité. Et c'est aussi en 1998, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, à la suite de l'exposition Les Anneaux de la Mémoire au château des Ducs de Bretagne consacré au commerce triangulaire et qui accueillit en 1992 plus de 400 000 visiteurs, que la ville de Nantes a pris la décision d'inscrire dans son espace public une œuvre d'art contemporain qui témoigne de cette partie de notre histoire, du rôle que Nantes a joué dans la traite atlantique, des combats transcontinentaux pour la suppression effective de la traite et de l'esclavage, mais qui soit aussi un véritable manifeste contre les formes d'esclavage moderne et la traite des êtres humains dans notre monde contemporain. Ce mémorial est le résultat de ce travail accompli, dont nous pouvons être légitimement fiers. Et je voudrais remercier à cet instant ceux qui le soutiennent. Bien sûr, la ville de Nantes et la communauté urbaine portent le projet, mais il est soutenu par le Conseil général et le Conseil régional, que je remercie d'abord de leur présence, mais surtout de leur soutien financier et des crédits européens. Reste la réponse de l'État qui, j'espère, finira bien par venir un jour. Il y a des débats autour de toutes ces questions, mais ces débats sont légitimes, ils sont parfois vifs, mais ils ont, je l'espère en tout cas, pour objet essentiel, ils doivent avoir pour objet essentiel de permettre d'avancer ensemble. Le soutien apporté aux associations qui œuvrent dans le champ de la mémoire, les salles du musée d'histoire de Nantes au château du Duc de Bretagne, que tu as eu le temps de visiter, même brièvement, mais tu m'as promis de revenir plus longuement, Christiane, qui sont consacrés à la traite négrière et à son rôle dans le développement de la cité, la coopération internationale, l'organisation du Forum mondial des droits de l'homme, l'ouverture à Nantes de l'Institut d'études avancées, font que Nantes est devenue une ville engagée en Europe pour le travail de mémoire et d'histoire sur la traite, mais aussi de la lutte contre l'esclavage contemporain. Ce mémorial nous engage donc à dénoncer l'indifférence qui a entouré pendant 5 siècles la souffrance de ceux qui furent réduits à être de simples instruments reproductibles et destructibles. Il nous engage, en d'autres termes, à revendiquer une prise de conscience collective, à ne pas oublier et à condamner ce crime contre l'humanité inscrit dans la loi.
Notre mémoire doit rester vigilante, afin de faire respecter et progresser les valeurs de l'humanisme profond qui sont les nôtres, face à la banalisation du racisme et de la xénophobie, aux tentations de repli qui traversent aujourd'hui notre société, la société française, comme aussi celle de beaucoup de pays d'Europe. Notre mémoire doit rester vivante pour dénoncer et combattre toutes les formes modernes d'exploitation et de traite et de trafic humain. Comme la loi Taubira, ce mémorial n'est pas qu'un simple regard sur le passé, mais bien un appel pour une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire, plus ouverte. Et comme l'a écrit Aimé Césaire, et je conclurai sur ces mots à lui, le mémorial contribuera à une citoyenneté qui repose sur une conception de l'universel riche de tout et particulier. Merci, il peut garder son pied. Merci, monsieur le maire, Jean-Marc Ayrault. Et normalement, je t'appelle monsieur le président, parce qu'il est notre président de groupe à l'Assemblée nationale. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur l'ancien président du conseil général, messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les présidents d'associations, je dois vous dire que je suis extrêmement heureuse d'être ici, pas seulement parce que chaque fois que je viens, Jean-Marc Ayrault me réserve un accueil extrêmement chaleureux, mais il est chaleureux à l'Assemblée nationale également, parce que j'éprouve un grand bonheur à venir dans cette ville, parce que dans ma tête, je crois profondément que nous sommes assez forts et tout à fait capables d'affronter cette histoire difficile, et que nous sommes assez engagés sur l'avenir pour arracher à cette histoire ce qu'elle peut nous enseigner du passé, du présent et de ce que nous pouvons faire pour que l'avenir nous ressemble. Donc Nantes donne tout simplement consistance à cette conviction profonde que je porte en moi. J'éprouve un grand bonheur à être ici, à voir comment au fur et à mesure Nantes avance dans l'exploration de cette histoire et comment les historiens contribuent très sérieusement à la comprendre et à la connaître et à la faire comprendre, à la transmettre. Comment des habitants de Nantes, peut-être pour certains difficilement au début, mais de plus en plus nombreux, apportent aussi ce qu'ils peuvent détenir comme archives personnelles, comme traces de cette histoire, comme éléments tangibles qui nous permettent de mesurer très exactement comment les choses se sont produites au moment où elles avaient lieu. Il y a un peu plus d'une soixantaine d'années, en 1948, la France célébrait le centenaire de l'abolition de l'esclavage. En même temps, elle célébrait le centenaire de cette révolution qui a instauré la Deuxième République, une très belle république. Une république qui a aboli la peine de mort, qui a supprimé l'emprisonnement pour dette, qui a instauré le suffrage universel masculin. Masculin seulement parce que la gauche comme la droite pendant très longtemps s'est méfiée des femmes. Souvent sous les mêmes prétextes d'ailleurs. Cette République a choisi pour devise liberté, égalité, fraternité. Et on dit qu'elle a péri de ses illusions sur la fraternité. Parce que c'est vrai que la fraternité est un combat. Et que très vite, cette République a vu revenir ce qu'on a appelé à l'époque l'ordre, la propriété, la religion. C'est-à-dire le pouvoir tel qu'il était établi avant cette révolution. Mais comme disait Aimé Césaire, qui a rendu hommage à Victor Schœlcher en 1948, de cet échec général surnage un fait, un beau fait, l'abolition de l'esclavage.